J'ai l'impression de perdre la tête, je pense sérieusement à aller voir un psychologue en ce moment. C'était une de ces soirées tranquilles où rien de particulier ne se passe, juste une routine familière et apaisante. J'avais zappé d'une chaîne à l'autre, à la recherche de quelque chose d'intéressant à regarder. Soudain, alors que je changeais de chaîne, l'écran a clignoté bizarrement avant de montrer quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas une émission, ni un film, ni une publicité. C'était moi. Je me voyais à l'écran, exactement comme j'étais à ce moment-là, assis sur le canapé, dans la même pièce où je me trouvais. La perspective était étrange, comme si une caméra cachée au plafond me filmait de haut. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et une vague de panique m'a envahi. Comment était-ce possible ? Il n'y avait aucune caméra dans la pièce, du moins, à ma connaissance. J'ai commencé à bouger mes bras, à lever les mains, et ce que j'ai vu à l'écran m'a glacé le sang. Le moi à la télévision faisait exactement les mêmes gestes, au même moment. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était en temps réel. C'était impossible. Ma respiration s'est accélérée, mes mains sont devenues moites. Je me suis levé d'un bond, les yeux rivés sur l'écran, essayant de comprendre ce qui se passait. Puis, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, la télévision a changé de programme toute seule. L'image de moi a disparu, remplacée par un dessin animé innocent, comme si de rien n'était. Mais ce que j'avais vu était gravé dans mon esprit. Tremblant, j'ai couru hors de la pièce pour appeler mes parents. Quand ils sont arrivés en courant dans le salon, il n'y avait rien à signaler. La télévision diffusait simplement un épisode de dessins animés. Ils m'ont regardé avec inquiétude alors que je leur expliquais ce qui s'était passé, ma voix encore tremblante d'émotion. Mais ils ont juré qu'il n'y avait aucune caméra installée dans la maison, aucun dispositif qui pourrait expliquer ce que j'avais vu. Ils ont même vérifié autour du salon, mais il n'y avait rien d'anormal. Je me sentais fou, comme si la réalité elle-même avait failli sous mes pieds. Mes parents ont tenté de me rassurer, mais leurs mots ne pouvaient pas effacer l'image de mon propre visage à la télévision, filmé par une caméra qui n'aurait jamais dû exister. Depuis ce jour, chaque fois que j'allume la télévision, une partie de moi craint de revivre ce moment, de voir ce glitch dans la matrice se reproduire. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais trouvé d'explication rationnelle à ce qui s'est passé ce soir-là, et cela hante encore mes pensées. Je suis pilote depuis plusieurs années, accumulant des centaines d'heures de vol sans le moindre incident. J'ai toujours aimé cette sensation de liberté que procure le fait de voler, de s'élever au-dessus des nuages, loin des tracas du quotidien. Ce jour-là, il faisait une journée magnifique, un ciel bleu sans le moindre nuage à l'horizon. C'était le mois d'août, en pleine période estivale, et la chaleur écrasante du sol se dissipait agréablement en altitude. J'avais décidé de m'amuser un peu, de prendre mon avion pour un vol léger, sans destination précise, juste pour le plaisir. Tout se passait à merveille. Le moteur ronronnait parfaitement, et je profitais du panorama en dessous de moi, des champs dorés par le soleil, des rivières scintillantes, des routes sinueuses. Puis, sans aucun signe avant-coureur, tout a basculé. En l'espace d'une seconde, le ciel bleu limpide a été englouti par une obscurité épaisse et menaçante. Une tempête s'est abattue sur moi avec une violence que je n'avais jamais vue auparavant. Des éclairs fendaient le ciel, la pluie tombait si fort que j'avais du mal à voir au-delà du pare-brise. C'était comme si j'avais soudainement traversé un écran de cinéma, passant d'une scène paisible à un cauchemar apocalyptique. Le vent hurlait, secouant l'avion dans tous les sens. Mon cœur s'est emballé, et une panique froide m'a envahi. J'avais perdu toute visibilité, et chaque tentative de stabiliser l'avion semblait vaine. C'était comme si la nature elle-même s'était liguée contre moi, déterminée à me faire chuter. J'ai réussi, avec une difficulté extrême, à reprendre le contrôle partiel de l'appareil. Les instruments clignotaient, les alarmes sonnaient, mais je me suis concentré sur une seule chose, atterrir en toute sécurité. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai aperçu une piste d'atterrissage en contrebas. Avec une précision désespérée, j'ai dirigé l'avion vers cette cible, luttant contre chaque rafale de vent qui tentait de me dévier. Lorsque les roues ont touché le sol, un soulagement intense m'a submergé, mais il n'a duré qu'un instant. Car dès que j'ai coupé le moteur et ouvert la porte de l'avion,
je suis sorti, sous un soleil éclatant. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Le ciel était parfaitement dégagé, l'air chaud et sec. Pas une goutte de pluie, pas un seul nuage, comme si la tempête que je venais de vivre n'avait jamais existé. Mes amis, qui m'attendaient sur le tarmac, se sont précipités vers moi, leur visage marqué par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» m'ont-ils demandé, notant ma pâleur et mon état de choc. J'ai balbutié quelque chose à propos de la tempête, de l'horreur que je venais de traverser. Mais leurs réactions m'ont glacé le sang. « Quelle tempête ?» ont-ils répliqué. « Il n'y a pas eu une seule goutte de pluie aujourd'hui, ni dans tout le secteur. On traverse une période de sécheresse, il n'y a pas eu d'orage depuis des semaines, et sûrement pas dans un rayon de 1000 km. » Leurs mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'étais abasourdi, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Tout semblait normal, trop normal. Mais ce que j'avais vécu dans cet avion, c'était réel. Je le savais. Même aujourd'hui, des années plus tard, je n'ai toujours pas trouvé d'explication rationnelle à ce qui s'est passé ce jour-là. C'était comme si j'avais traversé un glitch dans la matrice, une faille dans la réalité elle-même. Chaque fois que je repense à cette expérience, un frisson me parcourt l'échine. C'est un souvenir que je ne pourrai jamais effacer, une question sans réponse qui hante encore mes nuits. Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque mon mari a décidé d'aller dans le grenier de ses parents, situé dans le garage, pour voir si certaines de ses vieilles cartes Pokémon valaient de l'argent. Sa mère a littéralement gardé tous les jouets qu'il a jamais vus, donc il y a des dizaines de boîtes remplies de ces affaires que nous avons commencé à explorer. Nous avons trouvé une boîte qui n'avait clairement pas été ouverte depuis longtemps. Elle était scellée avec du ruban adhésif et recouverte de sacs plastiques d'un supermarché qui n'existe plus dans notre ville depuis les années 90, et elle était pleine d'anciennes cassettes VHS de sa famille, ses parents ayant beaucoup documenté son enfance. Chaque soir, après le dîner, nous avons regardé une vidéo familiale avec ses parents, et c'était vraiment amusant. Les vidéos datent de la fin des années 80 et du début des années 90. Il y a quelques nuits, mon mari a mis une nouvelle cassette dans le lecteur VHS, et la première chose que nous voyons est la fête des 16 ans de ma cousine en 1994, et je suis dans la vidéo. Ses parents n'ont aucune idée de comment ils ont obtenu cette cassette, et le plus étrange, c'est que nous ne savons pas qui a filmé cette vidéo. J'ai demandé à tous mes oncles et tantes, mais personne ne sait de quoi je parle. La vidéo me montre aussi en train de chercher des œufs de Pâques chez ma tante, également en 1994. Mes parents n'ont jamais possédé de caméra vidéo, donc ce n'est pas leur cassette. Il n'y a aucune explication logique à la manière dont mes beaux-parents ont pu avoir cette cassette. Nous avons essayé de trouver des explications logiques, mais nous n'y arrivons pas. Mes beaux-parents disent que la boîte de cassette n'a pas été ouverte depuis qu'ils l'ont mise dans le grenier, lorsque le garage a été construit en 2002, ce qui est avant même que je ne rencontre mon mari. Quand j'avais environ 1 an, j'étais avec mes parents dans un supermarché lorsqu'un vieil homme s'est approché de moi, comme les personnes âgées le font souvent avec les bébés, et a insisté auprès de mes parents pour que je prenne une pièce qu'il avait dans la main. Mes parents décrivent l'homme comme étant apaisant et familier, j'aime penser que c'est moi du futur, mais c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Avançons maintenant jusqu'à aujourd'hui, où je vais bientôt avoir 22 ans. J'ai gardé cette pièce avec moi tout ce temps. Il y a quelques années, j'ai acheté un coffre-fort et j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'y garder la pièce. Après environ 1 mois, je retourne au coffre-fort et la pièce n'y est tout simplement plus. Je l'avais mise dans un petit étui en plastique conçu pour les pièces de collection. L'étui était là, mais la pièce non. Je suis la seule personne qui peut accéder à ce coffre-fort, et la seule personne qui s'en est même approchée. Ainsi, pendant 2 années entières, cette pièce a été perdue et j'étais dévasté. Et voici la partie étrange. Je suis dans le grenier de la maison de mes parents, où j'ai grandi, en train d'organiser des boîtes et d'autres choses, quand quelque chose tombe du plafond et me frappe à l'épaule. Et devinez quoi, la fichue pièce est là, à mes pieds, juste en train de me fixer. Je n'ai jamais été aussi confus de ma vie. Je n'ai jamais déplacé la pièce. Je n'avais pas été chez mes parents depuis une éternité. Il n'y a pas de rebord ou quoi que ce soit au plafond d'où la pièce aurait pu tomber.
Elle s'est tout simplement matérialisée à partir de rien. J'avais 17 ans à l'époque et mon père et moi venions de terminer notre sortie de pêche, il était presque minuit, en plein automne. Quand j'allais monter dans la voiture, il m'a dit qu'il ne voulait pas que je m'assoie sur le siège avant pour le trajet de retour. Nous nous sommes disputés à ce sujet pendant environ 5 minutes, et il ne m'a donné aucune raison valable pour laquelle il ne voulait pas que je m'y assoie. J'ai fini par céder et je me suis installé à l'arrière. Il faisait nuit noire à l'extérieur, et après environ 2 minutes sur la route principale, nous avons vu une voiture arriver dans notre voie. Juste au moment où nous allions entrer en collision, mon père a dévié dans l'autre voie, et la voiture en face de nous a fait de même. J'ai entendu mon père dire « je le savais » à la toute dernière seconde, puis je me suis évanoui. Je me suis réveillé lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils m'ont aidé à sortir de la voiture. J'étais à peine conscient et je ne me souviens pas de grand-chose après cela. La seule chose dont je me souviens encore très clairement, c'est d'avoir vu mon père, assis dans la voiture, me faisant signe de la main avec des larmes dans les yeux. Plus tard, quand j'ai demandé où était mon père, on m'a dit qu'il avait été éjecté par la fenêtre de la voiture et qu'il avait atterri à quelques mètres de la voiture, avant de décéder plus tard dans l'ambulance. On m'a également dit que l'homme avec qui nous avons eu l'accident est mort sur le coup et qu'il avait une fille de 17 ans à l'arrière qui a survécu. Je n'arrive toujours pas à croire que cela s'est vraiment passé. C'était il y a 6 ans. En rentrant du travail, j'ai vu un champ de tournesol jaune et d'autres oranges, c'était très beau et je me suis dit que le lendemain je reviendrais avec mon appareil photo. Le lendemain, il n'y avait plus de tournesol, mais du maïs qui avait déjà une bonne hauteur. Je n'ai pas compris. Une autre fois, ma fille devait passer un examen en ligne, il lui restait environ 30 minutes avant le début. Elle prépare ses fiches, va se chercher à manger, et quand elle va pour faire son examen, il était déjà terminé. Elle n'a jamais compris ce bug d'une demi-heure. Les phénomènes bizarres, c'est l'histoire de ma vie. J'ai autre chose à partager, je pense aussi que cela peut être considéré comme un bug. J'étais dans une voiture et machinalement, je faisais glisser de gauche à droite mon pendentif sur la chaîne que je portais à mon cou. Le pendentif tombe, je râle en croyant qu'il était cassé. Quand je l'ai ramassé, il était intact, là où l'on passe la chaîne était soudée, donc impossible que la chaîne s'en aille, et ma chaîne était toujours intacte à mon cou. Ça m'a longuement fait réfléchir. Je travaille dans le service d'admission de mon hôpital local, et j'aide également le bureau des affaires à diverses tâches de facturation. L'une des choses que je fais est de garder une trace des avis de décès. Lorsque l'avis de décès de quelqu'un apparaît dans le journal, je vérifie s'il doit encore de l'argent à l'hôpital. Si c'est le cas, je découpe l'avis, je remplis un formulaire, puis je suis la manière dont son assurance paye, etc. Il y a quelques années, je travaille ici depuis plus de 20 ans, une de mes collègues du service diététique a pris sa retraite et est décédée peu de temps après, je le sais parce que j'ai traité son avis de décès. La fille de cette collègue était très amie avec mon cousin, donc la fille était même chez mon cousin le jour après les funérailles de sa mère. Ils ont organisé une grande veillée pour sa mère et tout. Aujourd'hui, alors que je travaille à l'inscription aux urgences, la fille arrive et dit que sa mère est aux urgences. Je suis resté bouche bée, je me suis dit, pardon, quoi? Je n'ai rien dit pendant un moment, donc mon collègue a dû prendre le relais et rechercher la mère de cette femme. Et en effet, c'est bien la femme qui est censée être décédée il y a des années. Mon collègue laisse la fille entrer aux urgences pour voir sa mère, et je suis incapable de retrouver le formulaire d'avis de décès que j'avais rempli. Une nuit, je devais avoir 7 ou 8 ans, je dormais dans mon lit. C'était un lit avec une grande tête de lit, et pareil au bout du lit mais en plus petit, et il était collé contre le mur sur le côté gauche. Je me réveille dans la nuit, il faisait vraiment très sombre, je ne voyais littéralement rien, car j'avais envie de faire pipi, mais au moment de descendre de mon lit, je me cogne contre le mur. J'en déduis que j'ai dû tourner, je bougeais beaucoup dans mon sommeil, et que maintenant le mur se trouvait à ma droite et le côté libre à ma gauche. Mais au moment de descendre de l'autre côté du lit, je me heurte encore au mur. J'essaie donc de passer par le bout du lit, là où la tête de lit est plus petite, mais je me retrouve encore face à un mur. Je vais donc à l'opposé et, encore un mur.
J'ai commencé à paniquer et à toucher tout autour de moi, mais impossible de descendre, j'étais littéralement enfermé entre 4 murs dans mon lit. J'ai crié et pleuré de toutes mes forces, et très vite mes parents sont arrivés dans ma chambre et ont allumé la lumière, et tout était comme avant, les murs avaient disparu. J'avais 7 ou 8 ans et après cet événement, je n'ai plus réussi à dormir sans lumière pendant quasiment 10 ans. Si je te racontais ce que j'ai vu la nuit dernière, tu ne me croirais pas. C'est comme si je ne pouvais même pas comprendre ce qui s'est passé. C'est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Je ne peux même pas en parler sans avoir l'air fou. Alors voilà. Je suis allé faire la lessive vers 2 heures du matin avec mon fils aîné. Après avoir mis le linge, nous sommes allés au drive du McDonald's pour prendre quelque chose à boire. Le drive était rempli, il y avait environ 5 ou 6 voitures devant nous. J'ai remarqué qu'aucune des voitures ne bougeait, et cela faisait déjà environ 5 minutes que nous attendions. J'ai donc décidé de contourner la voiture devant moi pour passer à la file d'attente suivante, McDonald's à 2 files. Alors que je passe devant eux, je regarde dans leur voiture pour voir pourquoi ils ne bougent pas, et je te jure que les 2 personnes, le conducteur et le passager, avaient l'air morts. La tête penchée en arrière, les yeux fermés, immobiles, morts. J'ai paniqué et j'ai essayé de sortir du drive complètement en contournant les autres voitures juste pour sortir de là, et je te jure que dans la voiture suivante que j'ai croisée, tous les passagers semblaient également morts. La tête penchée en arrière, les yeux fermés. J'ai paniqué en pensant qu'ils avaient peut-être tous été abattus ou que quelqu'un les avait tous tués, alors j'ai appuyé sur l'accélérateur et je me suis tiré de là. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui venait de se passer, ni à parler correctement, je faisais de l'hyperventilation, alors mon fils a appelé les urgences et leur a dit ce qui s'était passé, et ils ont envoyé un officier pour vérifier. Quelques minutes plus tard, le flic nous a rappelés pour dire que tout allait bien chez McDonald's. Je précise que mon fils l'a vu aussi. Nous avons tous les 2 vu les personnes dans la voiture devant nous, elles avaient l'air mortes. C'était terrifiant, on aurait dit l'une de ces scènes de films sur l'apocalypse ou la fin du monde. Inutile de dire que je n'arrive pas à comprendre ce que nous avons vu ni pourquoi. J'ai encore peur en y pensant. Je sais que je ne suis pas fou parce que mon fils l'a vu aussi. C'était la chose la plus terrifiante qui me soit jamais arrivée. Une amie m'a envoyé un message et m'a dit qu'elle pense que nous avons vécu un glitch, et c'est tellement nouveau pour moi, je n'avais jamais entendu parler de glitch avant, mais je suis super flippé et j'aimerais avoir vos avis parce que j'ai une anxiété sévère. Il y a quelques années, alors que ma fille avait 3 ans, j'ai décidé de retourner à l'école pour devenir infirmière. Mon mari et moi n'essayions absolument pas d'avoir un bébé, j'étais sous contraception et nous faisions très attention. Un jour, je suis allé la chercher à la maternelle et j'ai trouvé la directrice et ses enseignantes qui me félicitaient avec de grands sourires. J'avais travaillé comme enseignante dans cette école, donc beaucoup de ces personnes étaient des amis proches. Je leur ai demandé pourquoi elles me félicitaient, et elles m'ont dit que ma fille avait annoncé à tout le monde que maman avait une petite sœur dans son ventre. J'ai ri et je leur ai dit que j'étais désolé de les décevoir, mais que ce n'était tout simplement pas vrai. Ma fille et moi sommes rentrés à la maison et nous en avons parlé. Je lui ai dit que maman n'avait pas de bébé dans son ventre et elle n'arrêtait pas de pointer mon ventre en disant « Si, tu en as un ». Comme si je lui mentais. Quelques jours plus tard, je me réveille en sentant quelqu'un toucher mon ventre. Ma fille avait relevé le bas de ma chemise, sa tête reposant sur mon ventre, tandis qu'elle le caressait doucement et disait « Petite sœur, qu'est-ce que tu fais caché là-dedans » C'était vraiment adorable et j'ai juste supposé qu'elle voulait vraiment une petite sœur. Elle n'avait jamais exprimé d'intérêt pour avoir un frère ou une sœur auparavant, et nous n'en avions jamais discuté. Nous en avons reparlé et elle s'est énervée contre moi en me disant qu'elle l'avait déjà vue et qu'elle est dans ton ventre. Elle m'a dit que sa sœur avait l'air différente de nous et qu'elle avait les cheveux blonds et les yeux bleus avec des petits trous dans les joues, c'est-à-dire des fossettes. Ma fille, mon mari et moi avons tous les cheveux très foncés, des yeux marron chocolat et pas de fossettes. Je lui ai parlé du désir d'avoir un frère ou une sœur et je lui ai dit que lorsque j'aurai fini l'école, nous essaierons de lui donner un petit frère ou une petite sœur. Encore une fois, elle était frustrée et criait « J'ai déjà une sœur ». J'attendais mes règles pour la semaine suivante, comme d'habitude. Elles ne sont pas venues.
J'ai fait un test de grossesse et j'ai fixé ce résultat positif pendant ce qui m'a semblé être une éternité. J'étais complètement sous le choc. J'étais sous contraception, alors j'ai immédiatement appelé mon gynécologue qui m'a vu dès le lendemain. Ils ont estimé que j'étais enceinte de 4 semaines et 6 jours. J'ai donné naissance à une petite fille aux cheveux blonds, aux yeux bleus et aux fossettes les plus adorables. J'étais avec un ami en train de boire un verre au bar. On a rencontré un mec qui est devenu un ami par la suite. Le premier jour, rien de spécial. On y retourne un autre jour, il est aussi là. On parle, et d'un coup, je me mets à penser qu'il va y avoir des gendarmes qui vont aller vers lui, le plaquer contre leur voiture, lui mettre les menottes, pour au final le relâcher et s'excuser de s'être trompé de personne. Les mois passent, on le revoit au bar, et il nous raconte exactement ce à quoi j'avais pensé des mois auparavant, jusque dans les moindres détails. C'est trop gros pour être juste un pur hasard selon moi, et je trouve ça encore bizarre chaque fois que j'y repense. J'étais chez moi à cause de la quarantaine, et selon moi, je dormais. Quand je me suis réveillé, ma mère me regardait avec une expression très choquée et inquiète, les larmes aux yeux. Elle m'a demandé où j'étais passé et j'ai dit que je dormais ici, dans mon lit. Elle ne m'a pas cru et m'a dit qu'elle avait vérifié et que je n'étais pas là. Apparemment, ma famille s'est réveillée le matin et je ne suis pas venu pour le petit déjeuner. Mon père est entré dans ma chambre et n'a vu que la couverture et l'oreiller, je dors avec la couverture sur le visage. Ensuite, ma mère est venue me réveiller et a enlevé la couverture, mais il n'y avait personne. Elle a paniqué et a appelé mon père. Ils ont cherché dans toute la maison et ont essayé de m'appeler, mais rien n'a fonctionné. Ensuite, ils ont demandé aux voisins s'ils m'avaient vu partir, mais les voisins n'ont pas pu les aider non plus. À ce moment-là, ma mère était très effrayée, et ils ont appelé la police. Mon père était parti pour déposer une plainte quand je me suis réveillé. Nous avons appelé mon père pour lui dire que j'étais revenu, et il voulait une explication que je ne pouvais pas donner. J'ai dit que je dormais simplement, puis je me suis réveillé et toute cette histoire est arrivée. Je tiens à préciser que je dors avec la couverture couvrant tout mon corps, et ma mère m'a bien dit qu'elle avait enlevé la couverture et qu'il n'y avait personne. Je vis dans une très petite ville. Nous avons une petite épicerie, un magasin de bricolage, vous voyez le genre. J'avais terminé mes courses et je suis monté dans ma voiture pour rentrer chez moi. En arrivant au bout de l'allée du magasin, clignotant allumé pour rejoindre la route principale, je vois un gros pick-up Chevy blanc, surélevé, qui arrive vers moi. Je le regarde s'approcher, en me disant qu'il ressemble tellement à celui de mon mari, juste plus vieux et rouillé sur les bords. Il a même le même emblème noir et le grand pare-choc en croix de fer. Lorsque le camion passe devant moi, ma mâchoire a failli tomber. Un homme me fixait intensément, presque identique à mon mari, mais avec une barbe plus longue, grisonnante, et des cheveux gris autour des oreilles. Je me ressaisis rapidement et sortis derrière le camion jusqu'au panneau stop qui suivait. Il me fixait toujours dans son rétroviseur latéral. Il détournait les yeux, puis me fixait à nouveau. Il est parti en trombe dès qu'il en a eu l'occasion, et j'ai essayé de le suivre pour voir quelle direction il prenait, mais une voiture arrivait et je n'ai pas pu sortir derrière lui à temps. Le camion a filé vers ma rue, mais je ne sais pas s'il a tourné dans cette direction ou non. Je sais que cela peut sembler un peu fou, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir la même connexion totale que je ressens avec mon mari en voyant son reflet dans ce rétroviseur me fixer. Ça me donne la chair de poule d'y penser parce que c'était comme s'il savait que j'étais moi, mais que je n'étais pas au bon âge, et qu'il devait partir avant que je puisse le suivre. Je suis rentré chez moi et mon mari était là, en train de travailler dans son atelier de menuiserie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il a rigolé en me demandant s'il était sexy quand il était vieux. Je crois que j'ai vécu un bug dans la matrice. Un jour, dans la voiture avec deux amis, ils ont parlé du fait qu'il y a peu de temps, nous avions aidé les parents de mon ami à monter une serre dans un champ pendant toute une journée, car ils allaient fêter une occasion spéciale. Ils disaient que je n'avais pas fait grand-chose parce que j'étais toujours sur mon téléphone, ce qui les avait énervés. Le problème, c'est que je n'ai aucun souvenir de cela. Je soutenais que je ne voyais pas de quoi ils parlaient, donc je me suis dit que c'était une blague. Le soir,
je suis allé chez les parents de mon ami, et j'ai pris sa mère à part pour lui parler de cette histoire. À ma grande surprise, elle m'a aussi dit que nous les avions bien aidés. Vraiment, je n'ai aucun souvenir de cela, c'est très perturbant et ça me pose encore des questions aujourd'hui. Il y a quelques années, je me suis fait un correspondant d'un autre État via un site web. Nous avons beaucoup échangé, avec des lettres très longues et spécifiques, pendant environ 1 an et quelques mois. Elle m'a parlé de son enfance, de son expérience au lycée et de ce qu'elle vivait à l'époque. Sa famille, sa maison, sa ville, tout. Un jour, elle me dit qu'elle partait en vacances et qu'elle ne pourrait pas envoyer de lettres, donc elle me donne son Instagram au cas où j'aurais besoin de lui parler en urgence. Honnêtement, j'avais essayé de la trouver auparavant sur les réseaux sociaux, mais son nom et son prénom étaient trop courants. Nous étions très proches, et je n'aimais pas parler à mes correspondants sur les réseaux sociaux, mais un jour, je voulais lui parler d'un accomplissement que j'avais réalisé. Je vais sur le compte qu'elle m'avait donné, mais il ne semblait pas très actif. Elle n'avait ni bio, ni photo de profil, et seulement une photo publiée. Je reconnais son visage parce que nous nous étions envoyé des photos l'un de l'autre. J'ouvre la photo et je vois qu'elle date de 2016 et qu'il y a énormément de commentaires. Bizarre, elle n'avait presque pas de followers. Je me dis que ce n'est peut-être plus son compte principal. Mais ensuite, j'ouvre les commentaires. Elle était morte. Ces commentaires étaient de membres de sa famille, d'amis dont elle m'avait parlé, tous lui adressaient leurs condoléances et disaient combien elle leur manquait. Je ne savais pas quoi penser, alors j'ai essayé de découvrir ce qui lui était arrivé. Apparemment, quelqu'un l'avait assassinée au début de 2017, l'année où nous avons commencé à nous écrire. Pensant que c'était une mauvaise blague, comment cela pourrait-il être possible? Peut-être avait-elle tout inventé, j'ai continué à écrire des lettres comme si de rien n'était. Je lui ai spécifiquement demandé à propos de 2017, si c'était une bonne année ou non. Elle m'a raconté beaucoup de choses qui se sont passées cette année-là, et qu'elle était sortie avec un type bizarre pendant un certain temps. Je n'ai plus écrit après cela et je n'ai plus reçu de lettres d'elle. Mais cela me hante encore, et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Des petites choses, mais ça laisse perplexe. Je mets une vidéo de 45 minutes et il est pile 15 heures. Je dois partir de la maison à 16 heures, alors je me dis que ça tombe bien, il me restera un quart d'heure avant de partir. Lorsque la vidéo s'est terminée, il était 16h30. J'ai écouté sans pause. Un autre jour, nous étions 3 et nous étions d'accord pour ranger les clés de la maison dans un sac où il nous serait facile de les prendre une fois arrivés à la porte. Mais lorsque nous les avons cherchées, elles n'étaient plus dans le sac, mais dans un autre. On n'a jamais compris. Et plein de petits épisodes comme ça. Pour un peu de contexte, ma vue est horrible, même à une quinzaine de centimètres devant mon visage, je ne vois que des couleurs floues. Hier, ma mère et mon frère sont venus me chercher pour aller à un rendez-vous. J'étais un peu en retard, donc je n'avais pas le temps de mettre mes lentilles de contact ou de me maquiller, alors je me préparais en route. Pendant que ma mère conduisait, j'étais assise sur le siège passager avec le miroir rabattu. J'ai enlevé mes lunettes pour appliquer mon fard à paupières. Mon frère, qui était assis derrière moi, m'a posé une question, et je me suis retourné pour le regarder. Quand j'ai tourné la tête à nouveau vers l'avant, j'ai rapidement terminé mon fard à paupières et refermé le miroir. Je regardais par la fenêtre, admirant les terres agricoles juste à côté de la route, en pensant à quel point c'était beau, quand j'ai soudain réalisé que je n'avais pas remis mes lunettes, elles étaient posées sur le tableau de bord. Dès que j'ai pris conscience de cela, ma vision parfaite est redevenue floue en un instant. C'était instantané, comme si on avait appuyé sur un interrupteur pour ma vue. C'était tellement choquant que j'ai crié. Mon cri a effrayé ma mère et mon frère, alors je leur ai expliqué ce qui venait de se passer et ils m'ont dit qu'ils me croyaient mais qu'ils ne pouvaient pas trouver de raison rationnelle à cela. Nous avons essayé de comprendre pendant le reste du trajet, mais honnêtement, nous n'avons pas pu. Franchement, s'il existe un secret pour corriger ma vue que j'ai découvert par accident, j'aimerais bien le retrouver. Quand j'étais adolescente, vivant à Vienne, en Autriche, je jouais de manière excessive aux Sims.
Je créais toutes sortes de familles avec toutes sortes d'histoires folles. La plupart d'entre elles n'étaient liées à personne que je connaissais, elles sortaient tout droit de mon imagination. Au fur et à mesure que le jeu a évolué vers la version Sims 4, les détails pour créer tes Sims sont devenus très précis. J'étais toujours très réticente à l'idée de me créer moi-même ou de créer des personnes que je connaissais, car je me sentirais mal si quelqu'un mourait dans le jeu, car il représenterait des gens de ma vraie vie. Je ne voulais pas non plus mettre quelque chose dans l'univers, si tu vois ce que je veux dire, comme attirer quelque chose de mauvais. Avec les Sims 4, j'ai cependant décidé de me créer, mais avec un nom de famille différent, correspondant à celui de mon mari Sims. Le mari était de couleur, car mon crush de célébrité était Eminem, j'avais 17 ans, au fait, il portait un débardeur noir, un pantalon camouflage, des baskets et une montre noire. Ils vivaient une vie heureuse ensemble, avaient des enfants, et je veillais à ce qu'ils meurent paisiblement, car je croyais à l'idée d'attirer des situations. J'ai rencontré mon petit ami il y a 2 ans, après avoir déménagé à Londres. Nous sommes dans une relation très heureuse. Un jour, nous étions au marché et il faisait vraiment chaud, alors j'ai acheté une robe pour pouvoir me changer en quelque chose de plus léger, et mon petit ami a acheté un pantalon en tissu léger. Il m'a demandé si je les aimais, et je me suis retourné et c'était un pantalon de jogging camouflage. J'ai dit oui et nous sommes rentrés chez nous pour nous changer. Nous avons changé de vêtements et mon petit ami m'a demandé s'il avait l'air bien. J'avais fini de m'habiller et je l'ai regardé pour vérifier ses vêtements, et il portait un débardeur noir, le pantalon de jogging camouflage, des baskets et une montre noire que je lui avais offerte en cadeau quelques semaines auparavant. J'ai immédiatement réalisé qu'il ressemblait à mon mari dans les Sims que j'avais créés des années auparavant. J'ai commencé à rire et je lui ai dit « Tu ressembles à mon Sim ». Il m'a regardé, confus, et quand je lui ai expliqué ce que je voulais dire, il m'a dit avec un sourire malicieux « Oh, donc tu m'as attiré dans ta vie ». Et je suppose qu'il avait raison. Il y a 3 jours, je discutais avec mon père et il me racontait sa vie universitaire. En fait, mon père est parti de rien, il a eu une éducation très difficile et a fréquenté la pire école et le pire lycée de notre ville. Lorsqu'il est entré à l'université, mon grand-père est décédé, laissant mon père s'occuper du reste de la famille, puisqu'il était le fils aîné. Il s'est trompé de spécialité à cause des mauvais conseils des gens et il le regrette encore aujourd'hui. Les cours étaient donnés en anglais, qui est une deuxième langue pour nous, et il ne connaissait même pas cette langue. Mon père m'a dit que c'était la période la plus sombre de sa vie, qu'il voulait s'enfuir et qu'il pensait même à mettre fin à ses jours. Tout récemment, il a obtenu une maîtrise en littérature anglaise et il m'a dit qu'il ne pensait pas que ce serait possible pour lui. Mon père vient de terminer ce diplôme à l'âge de 55 ans. Le lendemain matin, après avoir eu son diplôme, mon père devait se rendre dans une autre ville pour aider ma tante qui a des difficultés financières. La ville est à 3 heures de route. Il prend habituellement les transports en commun, mais il ne l'a pas fait en raison de la crise récente. Il est venu en voiture et ma mère était inquiète. Nous avons donc décidé de l'appeler toutes les heures pour vérifier si tout se passait bien. J'ai donc décidé de l'appeler, en gardant à l'esprit que les signaux sont très faibles sur le réseau autoroutier. Il m'a dit d'attendre et s'est garé dans un restaurant à proximité, c'était comme un point de contrôle pour les camions. Je ne sais pas ce qui m'a pris mais j'ai commencé à pleurer et à lui dire à quel point j'étais fier de lui, je n'ai fait que bafouiller et j'ai continué à dire que c'est la meilleure personne que je connais et que je suis très heureuse d'être sa fille. C'était un père extraordinaire et une personne à admirer. Mon père s'est mis à pleurer et m'a dit qu'il me parlerait à son retour. Quand il est rentré, il m'a serré dans ses bras et m'a raconté qu'il y a 30 ans, il visitait la même ville et que c'était l'époque où il était au plus bas dans sa vie. Il rendait visite à sa sœur et se trouvait dans un bus qui s'est arrêté à une station-service. Il a appelé sa mère et lorsqu'il a décroché le téléphone, sans même composer le numéro, il a entendu ma voix. C'était moi qui lui disais exactement la même chose qu'hier. Il m'a dit qu'il n'avait même pas appelé ma grand-mère, qu'il était resté là et qu'il avait pleuré. Cela lui a donné la force de continuer à se battre. Il a dit qu'il venait de réaliser que c'était moi dont il avait entendu la voix. Mes parents prennent cela comme un signe de Dieu qui a aidé mon père alors qu'il pensait que personne n'était là pour lui. Moi, j'ai vécu un bug inexplicable. Quand j'avais 12 ou 13 ans, on faisait du vélo autour de la cité avec des potes.
On allait jusqu'à un pont, puis on prenait la seule petite rue et on revenait, car c'était en descente. Ce jour-là, dans la petite rue, il y avait une moto brûlée par terre, ce qui arrivait souvent dans le 93, que ce soit des voitures ou des motos. La fourche avant était presque intacte, tandis que l'arrière de la moto était totalement calciné, et le sol était noirci. Du plastique fondu était collé au sol. Nous voulions aller chercher des outils pour démonter la fourche avant, la nettoyer et essayer de la revendre. À peine 5 minutes après notre retour avec les outils, il n'y avait plus rien, ni aucune trace au sol. On était tellement choqués et à la fois excités. À l'époque, on ne connaissait pas la notion de matrice ou de bug, mais on savait que ce phénomène était extraordinaire. Comment, en 5 minutes, avait-il pu enlever la moto et les traces sans que le sol soit humide ou taché? Le pire, c'est que nos mains étaient encore sales, car on avait touché la moto pour voir si on pouvait l'emporter en entier, mais elle était trop lourde. On était totalement scotchés. Et à l'époque, on n'était ni drogué ni sous, c'était incroyable. Aujourd'hui encore, je sais qu'il y a bien quelque chose de pas normal, et je pense que vos vidéos servent à la matrice pour voir combien de gens ont remarqué les bugs. Et bien sûr, personne n'a pris notre histoire au sérieux, donc on en a parlé pendant des années en rigolant. Voilà comment les bugs passent à la trappe sans que personne n'y prête attention. Ma copine et moi étions ensemble depuis environ 1 an à l'époque, jamais de gros problèmes, nous sommes tous les deux des personnes assez détendues. Jamais eu de grosses disputes, jamais eu de problème de confiance, tout allait bien. Un jour, j'étais devant mon immeuble en train de fumer une cigarette, c'était avant que nous vivions ensemble. Je l'avais vue la veille au soir, on avait passé une bonne soirée, dîné ensemble, puis sorti dans un bar, après quoi elle avait pris un taxi pour rentrer chez elle. Donc, alors que je suis devant mon immeuble, elle arrive en taxi. Je ne m'y attendais pas, mais j'étais agréablement surpris de la voir. J'éteins ma cigarette, je souris et je m'approche d'elle en disant quelque chose comme « Hey, qu'est-ce que tu fais ici ?» d'un ton très amical. Elle me regarde avec mépris et me gifle en plein visage. Évidemment, je suis abasourdi et sans voix, alors je me contente de la regarder. Elle ne dit rien, elle passe juste devant moi en entrant dans l'immeuble. Je la suis jusqu'à mon appartement, lui demandant tout le long ce qui se passe, elle entre dans mon appartement, prend son sac et quelques affaires qu'elle avait laissées là, me jette quelques objets dessus, casse 1 ou 2 verres et renverse un tas de trucs sur une étagère. Elle me traite de porc, dit qu'elle sait tout et que je lui ai brisé le cœur. J'essaie évidemment de comprendre ce qui se passe, et elle s'arrête en sortant quand je lui touche la manche, me lance un regard noir et me gifle à nouveau. Elle me dit quelque chose comme « J'espère ne plus jamais te revoir » et sort. Je l'ai suivie jusqu'à la rue, elle est montée dans son taxi et est partie. La rue était plutôt déserte, il devait être 8 ou 9 heures du matin, et je la regarde partir. À ce moment-là, je suis complètement perdu, effrayé et triste. Puis, alors que je regarde le taxi s'éloigner, quelqu'un me serre la taille par derrière. Je me retourne, et c'est elle, en tenue de sport, elle portait des talons et une veste en cuir avant, et je deviens complètement pâle. Elle me dit « Salut » avec son ton habituel joyeux, puis remarque mon air et dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me retourne, plus de taxi. Il venait littéralement de partir 5 secondes plus tôt, impossible qu'il ait pu tourner dans ce temps-là, et tous les feux étaient rouges. Je ne lui ai rien dit, j'ai juste couru à l'étage. Son sac avait disparu, les objets étaient toujours cassés, ma porte toujours grande ouverte. Alors je lui ai raconté. Nous étions tous les deux extrêmement confus, il n'y avait aucun moyen que je l'ai confondue avec quelqu'un d'autre, et elle est fille unique. Nous avons fait vérifier les caméras de sécurité, et effectivement, on me voit suivre une fille jusqu'à mon appartement. Les angles n'étaient pas terribles et la qualité du film n'était pas bonne, mais on me voyait clairement, mon visage était bien visible, mais le sien était toujours difficile à distinguer, ressemblait énormément à elle, mais jamais de manière claire. Impossible que ce soit la même fille. Cela s'est passé il y a quelques mois. Début janvier, ma femme et moi étions dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner et de discuter. Notre fille de 5 ans regardait la télévision dans le salon. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Nous vivons dans un appartement de 2 chambres, et la disposition de la maison nous permet de voir un peu le couloir et le hall d'entrée à l'extérieur de la porte de la cuisine.
Ma femme coupait des aliments et j'étais assis derrière elle. Alors que nous parlions, elle a commencé à se retourner pour me faire face, mais elle s'est arrêtée à mi-chemin, fixant la porte de la cuisine. Elle s'est complètement figée et je me souviens lui avoir demandé « Qu'y a-t-il » Elle a poussé un grand soupir et j'ai instinctivement regardé vers la porte. J'ai aperçu brièvement ce qui semblait être une personne qui tournait au coin du couloir, en direction du salon. C'est arrivé très vite, mais je suis sûr d'avoir vu quelqu'un. J'ai paniqué. Ma première pensée a été « Putain de merde, quelqu'un est entré par effraction, ma fille est seule dans le salon. » La seule chose que j'ai pensé à faire a été de prendre un couteau et de crier à ma femme d'appeler la police. Je me suis précipité dans le couloir et dans le salon. Dans le salon, il n'y avait rien. Ma fille était assise sur le canapé et regardait des dessins animés. Elle m'a regardé et m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a papa ?» d'un air confus. Il faut dire que j'avais un couteau à la main et que j'avais probablement l'air d'un fou. J'ai essayé de faire semblant et je lui ai demandé si elle avait vu quelqu'un entrer dans la pièce. Elle ne l'avait pas vu et ne savait pas de quoi je parlais. J'ai fouillé le salon et le reste de la maison, aucun signe d'effraction, fenêtre fermée, et nous vivons au 3e étage. Si quelqu'un avait essayé de s'échapper par là, il serait tombé très bas. J'ai vérifié partout, armoire, derrière les rideaux, la porte d'entrée. Je n'ai rien trouvé. Aucun signe d'entrée et la porte d'entrée était totalement fermée et nous n'avons entendu personne entrer ou quoi que ce soit de ce genre. Tout cela s'est produit en l'espace de 10 minutes environ. Je suis retourné dans la cuisine, où ma femme pleurait. Elle s'était figée et n'avait pas appelé les flics. Je l'ai calmée, elle a eu très peur et n'arrivait même pas à parler correctement. Quand elle s'est calmée, elle m'a expliqué ce qu'elle avait vu. Personnellement, je n'ai pu qu'apercevoir très rapidement la chose qui tournait au coin du couloir, mais ma femme dit qu'elle l'a bien vue. Elle dit avoir vu ce qui ressemblait à une grande femme, vêtue d'une robe à fleurs et de talons hauts, traverser le couloir. Aucun de nous n'a entendu de bruit. Elle dit que la femme s'est arrêtée lorsqu'elle a compris qu'elle était vue, qu'elle a regardé ma femme dans les yeux et que ma femme jure que la silhouette ressemblait à notre fille, mais en plus âgée. Tout cela s'est passé en l'espace de quelques secondes, alors qu'elle s'était d'abord figée sous le choc. Lorsque ma femme a sursauté, la femme s'est dépêchée de tourner le coin du couloir entré dans le salon. Je n'ai vu que cette dernière partie. Si je ne l'avais pas aperçue, je demanderais à ma femme de suivre une thérapie ou quelque chose du genre. Mais je sais qu'il y avait quelque chose. Nous n'avons jamais compris ce que nous avions vu, mais c'était certainement le moment le plus étrange de ma vie et je sais que c'est arrivé. C'est un sujet qui a remis en question ma santé mentale et qui me hante depuis des années et des années. Je vois le même homme depuis mes 17 ans, j'ai maintenant 38 ans. J'ai commencé à le voir à des endroits aléatoires vers l'âge de 17 ans. Je vis dans une région très peuplée et j'ai vécu un peu partout dans la région des 3 États. Je l'ai vu dans des parkings, je l'ai vu dans des magasins, je l'ai vu lors d'événements, mais le plus fou, c'était lorsque je l'ai vu à un mariage à destination à Saint-Martin il y a environ 10 ans. Je l'ai abordé lors du mariage et je lui ai demandé s'il me suivait depuis des années, car je le voyais partout. Comme vous pouvez l'imaginer, la conversation est immédiatement devenue l'une des plus embarrassantes auxquelles j'ai jamais participé. Il a un peu ri et a haussé les épaules, mais je pouvais dire qu'il savait qu'il me voyait aussi partout. Il y a eu des périodes d'1 an à 2 ans où je ne le voyais absolument pas, et il semble que cela se passe par vagues. Ma vie a considérablement changé, comme vous pouvez l'imaginer, depuis mes 17 ans, j'ai maintenant une femme et un enfant. Mes observations les plus récentes de cet homme ont eu lieu dans un magasin appelé Bye Bye Baby. J'achetais des choses pour mon nouveau-né. Dans le même mois, je l'ai vu dans un Home Depot à environ 50 km de là. Chaque fois que cela arrive, il fait semblant de ne pas me voir, mais je peux dire qu'il est aussi mal à l'aise que moi. La dernière fois que j'ai vu cet homme, c'était il y a quelques mois dans le magasin pour bébé, et ça a été la goutte d'eau. Je vous le dis, si je revois cet homme, je vais aller au fond des choses, peu importe ce que cela coûte. C'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi pendant si longtemps et, comme je l'ai dit, je remets en question ma propre santé mentale. Je suis aussi un homme, pour référence, et l'homme que je vois est beaucoup plus âgé que moi, mais il semble qu'il n'a pas vieilli d'un poil, aussi fou que cela puisse paraître. Comme je l'ai dit, je sais que cet homme est réel,
je lui ai parlé en face à face. Mais cela ne m'empêche pas de remettre en question ma propre santé mentale. Il y a 16 ans, c'était une soirée fraîche d'été et il faisait noir dehors. Je m'intéressais beaucoup au death metal et j'étais en train de pratiquer une mélodie d'horreur que j'avais inventée sur ma guitare. J'étais dans ma chambre avec ma copine de l'époque qui faisait ses devoirs d'école à côté de moi, bien tranquille, puis soudainement, la porte de ma chambre dans laquelle nous étions, une porte coulissante qui était complètement ouverte, s'est soudainement fermée à moitié, plus ou moins rapidement. Ma copine et moi avons eu peur, j'ai passé la nuit réveillé, incapable de dormir. Par la suite, cela ne s'est plus jamais reproduit, mais quelques mois plus tard, alors que j'étais seul dans mon salon en plein milieu de la journée, encore une fois, alors que je sifflais tout bas une mélodie d'horreur, j'ai eu l'impression que quelqu'un d'autre sifflait ma mélodie en même temps que moi. Ce n'était pas très fort, alors j'ai arrêté de siffler pour écouter et les sifflements de ma mélodie ont continué sans moi. J'étais seul. Les sifflements ont continué jusqu'à ce que je sorte de la pièce où j'étais. Suite à cet épisode, je me suis éloigné de ce style de musique et je n'ai plus jamais rien vécu de similaire. Mercredi dernier, en me rendant au travail, je suis allé à ma station-service habituelle. J'y vais tous les jours, 5 jours par semaine. J'entre et tout est différent. De nouveaux distributeurs de boissons ont été installés, et la zone de restauration a été complètement refaite. Rien de tout cela n'était différent mardi matin, et je n'arrivais pas à croire qu'ils avaient refait une station-service en une nuit. Je sors ensuite et je vois que 2 pompes à essence ont complètement disparu et qu'il y a des sacs de paillis empilés occupant tout l'espace. Rien de tout cela n'était là la veille. Je pars ensuite au travail et, d'une manière ou d'une autre, je me trompe de rue et me perds. Je conduis dans ces quartiers depuis des mois, et soudain, je me perds en essayant de trouver mon travail. J'arrive au travail quelques minutes plus tard et je panique. Je sais que c'est idiot, mais j'ai toujours eu peur de changer de ligne temporelle. Mon fiancé et moi avons un mot de passe pour vérifier que nous sommes dans la même ligne temporelle. Je l'appelle et lui demande, et il n'a aucune idée de ce dont je parle. Nous en avons parlé à la fin du mois de janvier et nous l'avions établi depuis un certain temps. Je l'ai même réveillé la nuit après un cauchemar et il savait de quoi je parlais. Mais maintenant, il n'a aucune idée de ce dont je parle. Ensuite, les filles commencent à descendre, je travaille dans un foyer de groupe pour personnes dépendantes, et une fille n'arrête pas de dire à quel point elle est confuse et comment rien n'a de sens aujourd'hui. Plus tard dans la journée, une autre n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait juste pleurer et qu'elle ne savait pas pourquoi. Puis, en faisant des courses, je passe par la même rue que d'habitude et soudain, 4 maisons ont disparu et un bosquet d'arbres a été planté. Je ne les avais jamais vus auparavant et j'ai vraiment commencé à paniquer. Ils sont à côté d'un bâtiment que ma famille possède depuis 20 ans. Je connais tout le quartier. La goutte d'eau a été quand j'ai appelé ma mère aujourd'hui. Elle m'a dit que ma sœur sortait ce soir avec son amie Jenna. Je connais Jenna depuis 2003. J'ai demandé combien de temps il restait avant que Jenna n'ait son bébé. Ma mère devient silencieuse et me demande de quoi je parle. Elle me dit qu'elle n'a jamais été enceinte. Je la cherche en ligne, rien. Je demande à ma sœur il y a seulement une demi-heure, et elle éclate de rire et me dit que Jenna est stérile et n'aura jamais d'enfant. Je me souviens littéralement du jour où ma sœur m'a dit qu'elle était enceinte. Elle m'a dit de deviner qui, et Jenna était ma 3e supposition. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie ? Donc, l'été dernier, nous avons fait un grand voyage entre amis au lac Powell. Pour ceux qui y sont déjà allés, vous savez à quel point c'est absolument magnifique. Quoi qu'il en soit, nous naviguions à travers les canyons, en nous enfonçant de plus en plus dans le lac Powell. À un moment donné, j'ai pensé quelque chose comme « Bon sang, cet endroit est tellement beau qu'il semble presque faux, comme s'il avait été conçu pour ressembler à sa part quelque chose. » Alors que je commençais à penser cela, un ami s'est retourné vers moi et a dit « Mec, on dirait qu'on est dans un film et qu'on regarde des décors de cinéma, ça a l'air tellement faux. » Je me suis retourné, les regardé et j'ai dit « Mec, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Je pensais exactement la même chose. Nous étions tous les deux en train de flipper à ce sujet, mais ensuite c'est devenu encore plus bizarre. Nous étions assis à l'arrière du bateau en regardant nos 10 amis environ,
debout, tandis que le bateau avançait lentement à travers les canyons, et alors que je les observais en train de regarder le paysage, j'ai vécu un état de conscience altéré. La meilleure façon de le décrire est que le façade de l'expérience humaine s'est effondré et tout d'un coup, mes amis ressemblaient à des dieux ou à des êtres angéliques expérimentant la terre et profitant simplement du moment. Mon ami s'est tourné vers moi et a dit « Mec, regarde nos amis, ils sont tellement beaux et vivants, on dirait des anges. » Et j'ai su à ce moment-là que nous étions tous les deux en train de vivre la même chose. La meilleure façon de décrire ce que nous avons vu, c'est que ça ressemblait à un jeu vidéo dans lequel nous nous étions placés pour profiter de ce que nous avions créé. C'est vraiment difficile de décrire cette expérience. Si vous avez vu le film « Le labyrinthe », vous savez comment ils vous font oublier tout ce qui s'est passé avant de rentrer dans le labyrinthe, mais pourtant vous aviez une existence avant. C'était ce genre de sentiment. La nature de la réalité nous a taquinés et s'est légèrement retirée, et nous avons vu nos amis et cette terre pour ce qu'ils pourraient réellement être, pendant un bref moment. J'étais à la gare, en revenant du travail, quand j'ai vu un couple. Ce qui a attiré mon attention, c'est qu'ils parlaient ma langue que moi, alors je les ai regardés, la femme était bâtie et me ressemblait exactement, et je n'ai pas une apparence très commune pour le pays où je vis, mais avec une dizaine d'années de plus, et l'homme était une copie conforme vieillie de mon petit ami actuel. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est ce qui suit. Elle avait le tatouage que j'ai toujours voulu faire, exactement à l'endroit où je voulais le faire, et c'est un dessin très personnel que seul mon meilleur ami connaît, ce n'est donc pas un tatouage courant. L'homme parlait ma langue maternelle avec un accent très particulier de son pays d'origine, exactement comme mon copain. Je les ai donc regardés alors qu'ils étaient tournés dans l'autre sens, me sentant extrêmement effrayé. C'est alors que la femme s'est retournée et m'a vu, se figeant instantanément comme si elle avait vu un fantôme. J'ai finalement réussi à détourner le regard et à courir vers la sortie. J'ai vraiment l'impression de devenir folle. C'était comme si elle se souvenait de ce moment précis, et savait exactement quand et où me chercher. Je ne l'ai dit à personne parce que je ne veux pas qu'il pense que je suis complètement folle. Cela s'est passé il y a environ 7 ou 8 ans. Mon mari et moi étions rallongés dans le lit un soir, en train de regarder la télévision. Du coin de l'œil, j'ai vu un enfant dans l'embrasure de la porte de notre chambre. Pensant que c'était notre unique enfant à l'époque, j'ai tapoté mon mari et j'ai dit « Eh, chut, regarde, mais je crois que Connor va essayer de nous faire peur. » Il se tourne et regarde, et cet enfant entre dans notre chambre. Je ne peux pas l'expliquer, car c'était l'un de ces moments qui semblaient d'une manière ou d'une autre, différents. Nous avons regardé en silence, réalisant bientôt que cet enfant n'était pas notre fils. Il trottine dans la pièce, la tête légèrement inclinée en arrière, ses boucles rebondissant et sa couche faisant un bruit bizarre en se dirigeant vers le bout de notre lit, nous voyons sa tête descendre, comme s'il s'accroupissait, et quand nous nous sommes levés pour regarder, il avait disparu. J'ai regardé Chris, mon mari, et j'ai dit « Est-ce qu'on vient de voir un fantôme ?» Puis, presque par réflexion, j'ai dit « Eh bien, on sait que si nous avons un autre bébé, et qu'il a des boucles, c'est qu'il était ici avant de naître. » Nous rions tous les deux, car nous n'essayions pas d'avoir un autre bébé à ce moment-là. Fascinés, nous allons vérifier notre fils, et il dormait profondément. Quelques mois plus tard, je tombe enceinte. Avance rapide et notre nouveau bébé, Liam, a 2 ans. Il trottine dans la pièce, la tête légèrement inclinée en arrière et les boucles rebondissant, et cela m'a frappé comme un seau d'eau glacée. Bon sang, c'est le bébé qui est venu nous rendre visite. Je veux dire, il n'y a absolument aucun doute dans mon esprit. Maintenant, en plus de cela, chaque fois que Liam passe la nuit ailleurs, comme chez mes parents, il vient me rendre visite dans mon sommeil. Par exemple, une fois, il est venu et m'a simplement souri pendant que je faisais une sieste. Il portait un petit t-shirt rouge, et ses cheveux étaient coupés courts, il était parti avec les cheveux longs. Le lendemain, je vais chercher les enfants chez ma mère, et voilà que ses cheveux sont fraîchement coupés et qu'il porte un petit t-shirt rouge. J'ai demandé à ma mère, est-ce qu'il portait ça hier ? Et elle me répond, oh, oui, il le portait, mais il a insisté pour le porter aujourd'hui, alors il le porte. Alors je le regarde et je dis, est-ce que tu es allé voir maman hier dans ses rêves ? Il m'a juste regardé avec ses grands yeux bleus, tout sérieux, et a hoché la tête.
J'ai fait un rêve où je retournais au lycée, au début de la première année. Tout était exactement pareil, sauf que j'avais les souvenirs de ma vie après le lycée. Dans le rêve, j'ai dit à toute ma classe que je venais du futur, mais personne ne me croyait, sauf un ami qui était très intelligent et qui a dit que le voyage dans le temps est théoriquement possible. C'est là que ça devient bizarre. Quand j'ai raconté ce rêve à mes amis, ils sont restés bouche bée. Ils m'ont dit que, pendant la première année, j'avais agi de façon étrange un jour, posant des questions sur le voyage dans le temps et disant que je venais du futur. Ils ont aussi dit que j'avais l'air absent, comme si j'étais là physiquement, mais en même temps, je ne l'étais pas vraiment. Je pouvais voir le choc dans leurs yeux quand je leur ai raconté ce que j'avais rêvé. Ils ont même mentionné certains détails du rêve que je ne leur avais pas raconté. Le plus étrange, c'est que je me souviens à peine de ce jour-là. Je me rappelle de certaines choses qui se sont également produites dans le rêve, mais ce jour-là est un peu flou pour moi. Je ne sais pas, mes amis me font peut-être une blague, mais je les connais depuis 15 ans et je reconnais leur réaction sincère quand je la vois. Je n'ai jamais été du genre à croire à des conneries paranormales ou quoi que ce soit, mais je n'ai aucune idée de ce qui m'arrive en ce moment et je pense sérieusement à demander de l'aide professionnelle. Je vis dans un très petit appartement partagé de type dortoir avec 2 colocataires. Il y a un couloir, et si tu fais face à ce couloir, il y a 2 chambres à ta droite, une chambre à ta gauche, et un placard au bout du couloir en face de toi. La chambre à gauche est juste à côté du placard. Quand nous avons emménagé, mon colocataire se plaignait toujours d'avoir un placard au lieu d'une salle de bain comme moi et mon autre colocataire avons dans nos chambres. Ce placard contient un tas de nos affaires communes, y compris mes vêtements, des cadeaux, des souvenirs, etc. Aujourd'hui, je suis rentré de chez mes parents et je suis venu pour ranger des vêtements dans ce placard, mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu une putain de salle de bain. Une salle de bain avec des toilettes, une douche, tout. Je n'étais parti que 2 jours, et on loue cet endroit, donc ça n'aurait pas pu être construit comme ça au hasard. J'ai dit à mes colocataires, mais ils ont dit que c'était toujours une putain de salle de bain et qu'ils n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. Je ne trouve plus aucune des affaires qui étaient dans ce placard, même si j'avais une tonne de souvenirs importants dans ce putain de placard. J'ai passé toute la journée à broyer du noir dans ma chambre, me sentant misérable. Je ne suis pas fou, mais cette salle de bain était un putain de placard il y a juste 3 jours. J'ai l'impression de perdre la tête, je pense sérieusement à aller voir un psychologue en ce moment. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.